Bonjour, alors aujourd'hui le Villard prend l'air à Jodogne et nous serons en compagnie de Élodie Ledoux qui est chargée de projet à l'association OYES, une association qui travaille sur l'éducation sexuelle et affective, et nous allons dans le cadre du spectacle Orgasme parler d'orgasme, parler de sexualité, parler de consentement et parler aussi d'un organe très méconnu jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le clitoris. Élodie Ledoux, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Jodogne. Je ne sais pas si Merci. vous connaissez, très jolie petite ville du Brabant wallon. Alors on va commencer fort cette balade parce qu'on va parler du clitoris. Oui. Hein, un organe dont on commence à parler un petit peu plus maintenant, hein, mais qui a été très longtemps tabou, voire carrément ignoré, hein, Ouais. puisque sa modélisation anatomique n'a été faite qu'en 1998 par une femme d'ailleurs. Évidemment. Hein, une Australienne. Hein, Hélène O'Connell, elle s'appelle. C'est ça. Voilà. Oui, donc ça c'est quand même incroyable. C'est fou, hein, mais oui, en fait, le clitoris, tout au début, on s'est un peu demandé, quand il a été découvert, s'il avait un rapport avec la reproduction. Et puis, quand on s'est rendu compte que pas du tout, on l'a simplement effacé de l'histoire. Puisqu'il n'avait évidemment aucun intérêt s'il n'était pas en rapport avec la maternité. Et il est seulement réapparu dans les livres d'anatomie vers 1960, donc c'est vraiment très récent. Oui. Oui, j'ai même lu que la première représentation correcte du clitoris dans un manuel scolaire destiné aux élèves en médecine date de 2017. Ouais, c'est dingue. Donc c'est maintenant, quoi. C'est aujourd'hui, et donc c'est vraiment effectivement un organe qu'on redécouvre. Moi, je me rappelle aussi, quand j'étais plus jeune, de cette espèce de séparation qu'on faisait entre les femmes qui sont plutôt clitoridiennes et celles qui sont plutôt vaginales, Ouais. qui est complètement... C'était un mythe. Qui est un mythe, qui est devenu aberrant, mais tout ça parce qu'on ne connaissait pas le clitoris. C'est ça, c'est et qu'on ne savait pas qu'il allait beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Ouais. Ah bah dites-moi, puisque vous avez fait vos petites recherches, Non, comment est-ce qu'il va beaucoup plus loin? Eh ben, c'est-à-dire qu'il va jusque dans le vagin, en fait. Enfin, je veux dire qu'il peut être stimulé à partir du vagin. Et donc, évidemment, à ce moment-là, ça n'a plus de sens de dire on est vaginal ou on est en fait, ça n'a aucun sens, ce mythe de clitoridienne, vaginale et tous les petits tests qu'on a pu voir dans les magazines féminins. Ouais. Puisqu'en fait, il n'y a qu'un seul orgasme et ça reste l'orgasme clitoridien. C'est simplement que c'est une stimulation qui est soit externe, soit interne, parce qu'en fait, le clitoris, il fait entre 13 et 16 cm. Oui, c'est ça. Voilà, et en fait, il a des racines et des corps caverneux qui sont soit stimulés par l'intérieur du vagin, soit avec le gland du clitoris en externe, quoi. Mais ça reste le clitoris. Mais cet oubli, c'est probablement dû au fait qu'on ne lui a pas trouvé de fonction autre en fait que celle du plaisir. C'est ça. Et que du coup, le plaisir de la femme, on ne s'en intéressait pas trop, visiblement. Et donc, on a complètement oublié cet organe. D'ailleurs, je lisais en préparant cette rencontre que Freud considérait la stimulation clitoridienne comme appartenant à l'enfance et qu'une sexualité adulte et épanouie passait forcément par la pénétration. Par la pénétration, et donc ça fait pas mal de... Ah, ça fait du mal. Ça fait beaucoup de mal. Oui. Et donc, cette réapparition du clitoris, parce que les femmes, elles ont toujours su qu'elles avaient un clitoris. Je ne sais pas si les femmes ont toujours su qu'elles avaient un clitoris, puisque c'est quelque chose dont on parlait assez peu. Ouais. Et donc, on a toujours su que les hommes avaient un pénis, mais les femmes un clitoris, je crois que ça peut être une découverte. Et je pense que pour nous, en 2023, pour les personnes qui ont la trentaine et moins, ou la quarantaine, c'est pas une découverte, mais je pense que pour des générations plus anciennes, si, ça peut être une totale découverte. Oui, c'est vrai. Complètement. Et donc la nécessité en fait de retrouver de savoir l'utiliser d'une certaine façon. Déjà oui, et puis de se réapproprier son plaisir en fait. Puisque vous parlez du fait que le clitoris a été complètement oublié, parce que vous avez raison, c'est le seul organe du corps humain qui est vraiment dédié au plaisir. Le seul. Vous n'en avez pas, non, par exemple. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et du coup, c'est comme une prise de pouvoir sur les femmes. Supprimer le clitoris, ne pas en parler ou l'exciser, par exemple, c'est prendre le pouvoir sur le plaisir de la femme. Donc se réapproprier sa sexualité, ça passe aussi par ça, je pense. Je vous propose qu'on continue à parler du plaisir de la femme un petit peu plus loin ici en se baladant. C'est parti. Va ? Ok.
Nous sommes toujours à Jodogne, devant la chapelle de la place du marché, qui va accueillir d'ailleurs le spectacle Orgasme, hein, Ouais. d'ailleurs qui est le prétexte à notre rencontre d'aujourd'hui. D'ailleurs, elle a une particularité, cette chapelle, c'est qu'elle est à la fois, il y a une partie qui reste sacralisée, donc on peut encore y faire des offices, mais il y a une partie qui est désacralisée dans laquelle on peut faire du théâtre. Donc c'est à la fois un lieu de culte religieux et un lieu de culte théâtral. Et donc ce sera le 31 mars prochain ici. Voilà, donc je suis toujours avec Élodie Ledoux, chargée de projet à l'association OYES. Et donc nous parlions du clitoris, nous avons parlé du clitoris. Et le clitoris nous mène évidemment à la question du plaisir. Et vous disiez que finalement les femmes ont aussi découvert d'une certaine façon l'existence du clitoris. C'est ça. D'une certaine manière, parce qu'évidemment, le culturel influe sur le réel et surtout évidemment toutes les constructions imaginaires influent sur le réel et que donc il y a un enjeu aujourd'hui en fait à découvrir cet organe mais aussi tout son rapport qu'on peut avoir au plaisir du corps, etc. Oui, oui. Oui, l'enjeu est grand parce que se réapproprier son plaisir, en fait, c'est reprendre le pouvoir sur soi-même, pouvoir qui a été confisqué du coup par le fait d'enlever le clitoris d'Emmanuel, le fait de ne pas en discuter. Et oui, je pense que c'est une des clés d'une sexualité épanouie. Et on discutait tout à l'heure un peu de plaisir féminin, mais moi je préfère parler de plaisir tout court et de sexualité épanouie pour tous, en fait. Et pour ça, pour moi, il y a des grands principes dont on ne parle pas assez pour une sexualité saine, qui serait bon d'appliquer pour tout le monde. Qui sont lesquels ? Par exemple, la communication. La communication avec le ou la partenaire ou les partenaires, c'est une notion clé, mais la communication vraie de ce qui nous fait plaisir, par exemple, ou de nos limites et nos besoins. La découverte, parce que la sexualité, c'est un jeu, en fait. Si c'est fait dans le consentement de tous, l'exploration de la sexualité, c'est très important et c'est important de s'explorer soi-même pour pouvoir après partager avec quelqu'un. Oui, il faut déjà commencer par là, voilà, par se découvrir soi-même. C'est ça. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas en fait donner les clés à quelqu'un de comment on se sent bien dans notre sexualité. Ce qui, parfois, avec tous les tabous culturels de notre société, est parfois pas évident. C'est jamais facile, en fait, parce que c'est c'est un peu facile à dire, mais c'est un peu une mise à nu aussi par la parole, se dire voilà, moi, ce que j'aime, c'est ça. Ce dont j'ai besoin, c'est ceci. Ouais. Donc voilà, la communication, la découverte de soi et l'exploration, seule ou à deux, ça me paraît des notions très basiques et très importantes en fait. Ouais. Oui, d'autant qu'on peut insister sur le fait que la sexualité, c'est quelque chose de complexe. Très. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément de recette. Non. Et la sexualité, c'est quelque chose de mouvant et de fluide, qui évolue tout le temps. Oui, en fait. c'est ça. On n'a pas la même sexualité quand on est forcément enfant, adolescent, mais encore moins aux différents âges de nos vies. Pas la même sexualité à 30 qu'à 40, qu'à 50, qu'à 60 ans. Oui, c'est ça. Et en fait, elle est toujours différente, elle est multiple. Parfois, elle varie aussi, parfois on peut changer d'orientation. Et c'est important de s'informer, de communiquer et puis d'utiliser tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Par exemple, tout ce qui peut se trouver dans un love shop, tout ce qui est lubrifiant, tout ce qui est sextoy, sont des choses qui sont faites pour le plaisir, pour que chacune puisse y trouver son compte. Et c'est dommage en fait d'en faire un tabou. Oui, c'est vrai. Après, on peut aussi très bien se débrouiller avec ses 10 doigts et on n'est pas obligé de... En fait, il n'y a pas d'injonction dans la sexualité. Voilà. Mais ce serait dommage de s'en priver si on en a envie. Oui, c'est ça. Donc disons que la conclusion, ça peut être communiquer, s'explorer, mettre un peu les tabous de côté, voilà. Se oser. dire que rien n'est grave en fait. Voilà, la sexualité, ça fait partie de la vie, au même titre que la santé mentale. C'est même de là que vient la vie. C'est ça. Voilà, enfin, ça peut. Oui, pas toujours. On va peut-être un peu parler, en parlant de ces modèles-là, des modèles imaginaires qu'on peut avoir liés à la sexualité, faire un petit point sur la pornographie qui est quand même extrêmement présente, surtout aujourd'hui à l'heure d'Internet. Ouais. Voilà, mais on va en parler un petit peu plus loin ici dans notre balade, ça va ? Allez, c'est parti.
Ah, la cloche sonne, la cloche de l'église sonne. On est toujours à Jodogne avec Élodie Ledoux, chargée de projet à l'association OYES. Et donc on a parlé de plaisir, de clitoris et de plein d'autres choses. Là, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet un petit peu plus, peut-être un petit peu moins joyeux, en tout cas dans ce qu'on en voit massivement, c'est la pornographie. Hein. On sait que la pornographie est ultra présente partout, hein, surtout avec le déploiement évidemment d'Internet et l'accessibilité qui est devenue vraiment très très facile d'une certaine façon à la pornographie, mais qui quand même dans cette pornographie de masse induit quand même des rapports qui peuvent être problématiques entre hommes et femmes. Tout à fait. Bah oui, nous chez OYES on a un outil pédagogique pour ça qui s'appelle Saturne et qui est utilisé pour justement aider les jeunes à déconstruire tous les clichés qui se retrouvent encore dans la pornographie. Moi j'aime bien dire la pornographie mainstream, en opposition à la pornographie éthique, parce que c'est vrai qu'il y a quand même deux types de pornographie assez distinctes. Et il y en a une qui est en train d'émerger lentement mais sûrement, qui reste encore un peu underground, mais qui est là quand même, et qui est cette pornographie qui est beaucoup plus éthique, donc du coup beaucoup plus égalitaire, dans les représentations et dans les conditions de tournage également. Oui, et qui donc construit peut-être d'une certaine façon différemment les représentations qu'on peut avoir de la sexualité. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, il n'y avait pas encore Internet, mais il y avait quand même les livres porno, il y avait quand même Canal+, enfin voilà, il y avait quand même des éléments qui forcément étaient nos premières approches de la sexualité. Et donc en fait c'est vachement important parce qu'une fois qu'on devient adulte, on doit quand même déconstruire ces stéréotypes-là et donc c'est compliqué. Ici, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il existe quand même une pornographie qui se pose ce genre de questions. Oui, bah bien sûr, il y a une pornographie qui est faite par des femmes. Mais qu'on voit pas. Qu'on voit peu. Oui, qu'on voit peu. Mais qu'on peut trouver si l'on cherche bien. Oui, c'est ça, mais il faut bien chercher. Bah, il faut payer. Ce qui est peut-être pas la caractéristique des jeunes qui vont sur Internet. Oui, en fait, c'est vrai que la pornographie qu'on voit et qu'on trouve en un clic, c'est une pornographie qui peut justement être un peu problématique. Mais ce qui est important, c'est pas de la diaboliser, de dire que c'est mal de regarder du porno, mais c'est plutôt d'encadrer en fait, nos jeunes et de bien leur signifier que ça reste de la fiction en fait. Oui. Ça reste du cinéma, c'est pas, on pense que c'est le reflet de la réalité, mais ça ne l'est pas. Et donc d'essayer de déconstruire ça avec eux au lieu de bannir complètement ce type de pornographie. Et qui serait de toute façon impossible. Impossible. C'est surtout ça le problème. Ah oui. C'est qu'on ne peut pas la bannir. Non. Donc du coup, effectivement, c'est plus une éducation en disant c'est pas forcément comme ça dans la vie. Mais disons quand même, c'est une pornographie qui maintient des rapports de domination des hommes envers les femmes qui sont quand même très très entretenus par cette pornographie mainstream et qui sont quand même l'objet des combats féministes de maintenant. Voilà, vous m'ôtez les mots de la bouche, c'est magnifique. Mais oui, il y a de ça et puis ça entretient de manière plus générale des schémas aussi dans les rapports intimes où il y aurait d'office du sexe oral, une pénétration et puis fin du rapport, ce qui n'est pas du tout le cas dans la réalité. Espérons-le. Il y a de ça, et puis oui, ce rapport homme-femme très compliqué, et puis la représentation de l'hétérosexualité, un peu comme la seule orientation possible, puisque dès qu'on sort de l'hétérosexualité dans la pornographie mainstream, c'est quelque chose de fétichisé. Souvent, quand on voit du sexe lesbien dans la pornographie mainstream, ce ne sont pas des personnes lesbiennes qui relationnent et qui échangent, et c'est toujours fait avec un œil masculin. C'est fait pour le regard masculin. C'est ça. La femme reste quand même dans cette pornographie-là l'objet du désir et pas désirante. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et je propose qu'on continue cette conversation et qu'on parle peut-être de la notion de consentement. Oui. Là, on va arriver dans le chemin des amoureux, ce qui est tout à fait approprié pour ce sujet, à mon avis.
Aujourd'hui, le Villard prend l'air à Jodogne. Nous sommes sur le chemin des amoureux, ça s'invente pas, avec Élodie Ledoux, qui est chargée de projet à l'association OYES, donc qui est une association qui s'occupe d'éducation sexuelle et affective. Alors j'avais envie de parler avec vous de la notion de consentement, parce que le consentement, c'est quelque chose qui peut sembler comme ça, de façon un peu superficielle, assez évident, Ouais. facile, et en fait ça n'est pas tant que ça, hein, Non. cette notion du consentement. Et en fait, quand on la creuse un petit peu, on se rend compte qu'elle est quand même pas si souvent que ça, que le consentement n'est pas si souvent que ça respecté au fond dans les relations. Non, c'est vrai. Il est peu souvent demandé. C'est ça, Il est peu souvent verbalisé. oui. Où on pense qu'il est tacite. Voilà. Voilà, Et ça, c'est le grand danger du consentement. C'est Ouais. le grand ennemi, ne pas verbaliser les choses. Mais oui, on a l'habitude de dire que le consentement doit être réel. Donc ça veut dire réversible, Ouais. éclairé, on peut éclairer, donc Voilà, ouais, ouais. enthousiaste, donc c'est un Ouais. vrai oui, c'est ça, spécifique et libre. c'est ça. Donc oui, il faut respecter toutes ces notions. Quand vous dites spécifique, C'est-à-dire que par exemple dans un contexte d'échange sexuel, c'est pas parce qu'on consent à faire une pratique qu'on consent forcément à toutes les pratiques, c'est ça, par exemple. Donc on peut être d'accord d'embrasser ou de caresser quelqu'un, ça ne veut pas pour autant dire qu'on a envie d'une pénétration. c'est ça. Et le fait de ne rien dire ne signifie pas qu'on est d'accord. C'est ça. Et en fait, c'est pas, le consentement, c'est pas l'absence du non, c'est Voilà. la présence du oui. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et aussi la possibilité qui, évidemment, dans des rapports sexuels peut intervenir, on peut comprendre, de changer d'avis. Oui. C'est-à-dire de vouloir, et puis à un moment donné de... De dire ah ben non, j'ai plus envie, mais c'est le R de réversible. C'est ça, C'est-à-dire qu'on peut très bien s'engager ou avoir envie à un certain moment et puis même en plein acte se dire bah là j'ai plus envie et c'est ok de s'arrêter. c'est ça. Et ça doit se respecter. Évidemment. Oui, bien sûr, mais c'est quand même pas si simple hein, dans la pratique. Enfin, je veux dire, bien sûr que c'est simple, ça peut être simple dans l'absolu, mais Ouais. on se rend quand même compte que et même culturellement, moi, par exemple, là, je travaille sur une pièce de Victor Hugo, dans laquelle il y a une réplique, chez une femme, le non est le grand frère du oui. Bah voilà. Voilà. Et donc, quand même, voilà, donc c'est quand même très inscrit aussi Oui, culturellement. culturellement parlant, c'est très inscrit. Ah ouais, Exactement. c'est ça. Vous le dites très bien, mais c'est pour ça que c'est important en 2023 de justement réaffirmer et rebaliser les notions de consentement, même si on a l'impression de bien les connaître. C'est ça. Et ça va dans les deux sens d'ailleurs, parce que là, on Vraiment. parle de l'homme, de la domination de l'homme sur la femme qui est assez majoritaire dans la société. Oui. Mais... Non, le consentement c'est pour tous, hein, vraiment, vraiment. Et puis le consentement il est présent dans la vie quotidienne, en fait. Quand on se demande si c'est ça qu'on a envie de manger ou si c'est ce film qu'on a envie d'aller voir au cinéma, bah oser dire bah non, moi en fait j'avais pas très envie de faire ça. Ouais. Bah c'est déjà le consentement, quoi. Ce sont des notions qu'on apprend dès l'enfance et puis qu'on a un petit peu du mal parfois à appliquer dans la sexualité. En préparant cette rencontre, je suis tombé sur une vidéo que vous connaissez sûrement où il parle de boire du thé. Il compare J'adore cette Voilà, vidéo. c'est une super vidéo. J'invite d'ailleurs chacun à aller la voir sur Internet. Unconscious people don't want tea, and they can't answer the question, do you want tea? Because they're unconscious. Et où il parle du thé, en fait, où il compare en disant mais si quelqu'un veut boire du thé, est-ce qu'on va l'obliger à boire du thé? S'il dit je veux du thé, puis que tout d'un coup il dit finalement j'ai plus envie de thé, est-ce qu'on va quand même l'obliger à boire son thé, etc. Et c'est très éclairant parce qu'en fait c'est un exemple tout con, mais qui fonctionne super bien. Mais qui fonctionne super bien parce qu'on se dit c'est évident. Enfin, oui. voilà, mais nous chez OYES on a un outil qui est un peu similaire à ça qui s'appelle À table et qui est aussi avec la métaphore de la nourriture. Et donc on voit des planches de bande dessinée avec des monstres et il y en a un qui force l'autre à manger, il y en a un qui met des frites dans la bouche de l'autre qui dort, il y en a un qui propose une glace le lundi, l'autre dit oui, le mardi il dit oui mais le mercredi il dit non. Donc voilà, oui c'est un outil qui est fait pour parler de consentement avec les jeunes. Voilà. Écoutez, en tout cas merci beaucoup d'avoir fait cette balade avec nous ici à Jodogne. Donc c'était dans le cadre du spectacle Orgasme qui va se jouer, qui est un super projet, qui va se jouer partout en Brabant Wallon pendant tout le mois de mars 2023. Et donc j'invite évidemment tout un chacun à venir voir ce spectacle qui est présenté par le Canine Collectif. Merci Élodie, et peut-être rappeler que vous travaillez donc à l'association OYES et que OYES c'est aussi un site internet
Voilà. On tape dans les moteurs de recherche Oh OIS. yes. Et puis on a une chaîne de podcast aussi et de vidéos qui s'appelle Moule Frites. N'hésitez pas. Ah oui, c'est super Moule Frites, fait par des jeunes, pour les jeunes. C'est voilà. ça, exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir.